Vous êtes encore de très nombreux spectateurs à ne pas être abonnés. Alors faites-le, c'est gratuit et ça soutient bien la chaîne. Vous pouvez dorénavant rejoindre notre communauté grâce au bouton rejoindre sous la vidéo et ainsi accéder à des avantages exceptionnels. Dans un livre publié en 1919, Ludwig Depe, un docteur en médecine qui a fait campagne avec Leto Forbeck et qui avait auparavant dirigé l'hôpital de Tanga, déplorait la tragédie que les forces allemandes avaient imposée à l'Afrique de l'Est dans leur guerre contre les Alliés. Je le cite, « Nous laissons derrière nous des champs détruits, des magasins saccagés et pour avenir immédiat, la famine. Nous ne sommes plus les agents de la culture, notre trace est marquée par la mort, des villages pillés et évacués, tout comme la progression de nos armées et de celle de l'ennemi dans la guerre de 30 ans. » Lorsque l'épidémie mondiale de grippe espagnole s'est propagée en Afrique de l'Est en 1918-1919, elle a frappé des milliers de personnes. L'état de faiblesse de nombreux Africains autochtones résultant de la guerre les a rendus particulièrement vulnérables. Leto Forbeck était très respecté par ses officiers blancs, ses sous-officiers et ses askaris, et même par les forces alliées. Sur le terrain, lorsque les rations ont dû être réduites et que les approvisionnements ont diminué, c'était, je cite, une preuve de la loyauté des askaris envers leur commandant qu'ils acceptaient les coupes et ne désertaient pas en masse. Certains désertèrent, bien sûr, mais les askaris allemands étaient de loin les plus loyaux et les plus efficaces, et tout cela se ramenait au type de discipline de Leto Forbeck qui le liait, lui et ses officiers allemands, autant que ses soldats noirs. Selon une légende, Leto Forbeck aurait perdu un jour son œil de verre dans un buisson. Lorsqu'un askari le lui rendit et lui demanda pourquoi le colonel l'avait enlevé, Leto Forbeck répondit qu'il, je cite, l'avait placé là pour veiller à ce que les askaris fassent leur devoir. Le 28 septembre 1918, Leto Forbeck traversa à nouveau la rivière Ruvuma, au nord du Mozambique, et retourne alors en Afrique orientale allemande, aujourd'hui la Tanzanie, toujours poursuivi par les Britanniques. Il se dirige ensuite vers l'ouest et lance un raid sur la Rhodésie du Nord, aujourd'hui la Zambie, échappant à une embuscade que les Britanniques ont préparée en Afrique orientale allemande. Le 13 novembre 1918, 2 jours après l'armistice, il prend la ville de Kassama, que les Britanniques ont évacuée, et continue sa route vers le sud-ouest en direction du Katanga, aujourd'hui au sud de la RDC. Lorsqu'il atteint la rivière Chambeshi le matin du 14 novembre, le magistrat britannique Hector Crowd apparaît sous un drapeau blanc et remet un message du général sud-africain Jacob van Deventer informant Leto Forbeck de l'armistice. Le général allemand accepte un cessez-le-feu à l'endroit maintenant marqué par le monument de Chambeshi dans l'actuelle Zambie. Les Britanniques lui ont ordonné de marcher vers le nord jusqu'à Abercorn pour livrer son armée, où il arrive le 25 novembre. Les restes de son armée de l'époque se composaient de 30 officiers allemands, 125 sous-officiers allemands et autres rangs enrôlés, 1168 askaris et quelques 3500 porteurs. Après la fin des hostilités, les Britanniques transférèrent les prisonniers de guerre allemands à Dar es Salaam en vue d'un éventuel rapatriement. Leto Forbeck fit de nombreux efforts afin d'obtenir une libération anticipée de ses askaris qui se trouvaient dans un camp de prisonniers de guerre à Tabora. Avant que Leto Forbeck ne soit séparé de ses askaris, l'un d'eux s'écria « On m'a demandé de vous dire ceci, général Bwana. Où allez-vous maintenant ? Où que vous alliez, nous irons avec vous. Et si ce n'est pas le moment, alors attendez que mon fils grandisse pour devenir un guerrier, et il prendra ma place et ira avec vous. Nous irons avec le général Bwana, n'est-ce pas ?» Robert Gaudi écrit « Les askaris s'avancèrent tous ensemble, prêts à suivre le commandant jusqu'aux confins de la terre. Mais von Leto les retint d'un geste et continua sa marche. Sa guerre était désormais terminée. »
Leto Vorbeck rentra en Allemagne début mars 1919 et fut accueilli comme un véritable héros. Il mena les vétérans de la Schutztruppe dans leurs uniformes coloniaux en lambeaux lors d'un défilé de victoire, le seul, à travers la porte de Brandebourg, décoré en leur honneur. Il fut le seul commandant allemand à avoir envahi avec succès l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale. Il resta dans la Reichswehr, l'armée de l'Empire, malgré les tentatives de l'impliquer dans la politique de la République de Weimar. 14 mois après son retour en Allemagne, Leto Vorbeck commanda les troupes qui mirent fin au soulèvement spartakiste communiste à Hambourg. Cependant, Leto Vorbeck perdit son assignation dans la Reichswehr à l'été 1920, après son implication dans le putsch des ultra-conservateurs allemands, le putsch de Kapp. Il travailla ensuite à Brême comme directeur des importations et des exportations. En juin 1926, Leto Vorbeck rencontre à Brême Richard Meinerzhagen, le colonel du corps de renseignement britannique, avec lequel il a mené une bataille acharnée jusqu'en décembre 1916, date à laquelle Meinerzhagen est déclaré invalide. 3 ans plus tard, Leto Vorbeck accepte une invitation à Londres où il rencontre pour la première fois Jan Smuts. Les deux hommes nouent une amitié durable. Lorsque Smuts décède en 1950, Leto Vorbeck envoie à sa veuve une lettre exprimant sa sympathie pour cette perte. Une affirmation similaire, souvent citée, affirme que Leto Vorbeck s'est également excusé pour, je cite, « la mort indécente du chasseur britannique Frederick Selous de la part d'un de ses tireurs d'élite ». Dans une critique de l'ouvrage d'Uwe Schulte-Warendorf sur Leto Vorbeck, l'historien Eckhard Michels partage l'avis de Schulte-Warendorf selon lequel Leto Vorbeck n'a pas directement montré de sensibilité à la politique d'extrême droite et à l'antisémitisme. Eckhard Michels écrit également que Leto Vorbeck n'a pas cherché à se faire connaître par opportunisme ou par cupidité, et il n'est devenu une personnalité publique qu'en raison du désir de la société de l'époque de se souvenir d'une période glorieuse. Entre mai 1928 et juillet 1930, Leto Vorbeck est député au Reichstag pour le Parti national-socialiste. Il quitte le parti en 1930 après qu'Alfred Hugenberg en soit devenu le chef et l'ait entraîné de plus en plus vers l'extrême droite. Leto Vorbeck rejoint alors le Parti populaire conservateur et se présente aux élections de 1930 où il obtient le meilleur résultat du parti dans sa circonscription électorale de Haute-Bavière, mais n'est pas réélu. Il se méfie intensément d'Hitler et de son mouvement et s'adresse à son homologue Hans-Jürgen von Blumenthal avec l'idée de former une coalition avec der Stahlhelm contre les nazis. Cela aboutira au pacte Vorbeck-Blumenthal. Plus tard, quand Hitler lui a proposé le poste d'ambassadeur à la cour de Saint James en Grande-Bretagne en 1935, il a, je cite, « décliné avec une hauteur glaciale ». La suggestion de la nomination comme ambassadeur à la cour de Saint James avait été faite par le colonel alors à la retraite, Richard Meinerzhagen, lors d'une visite à Berlin. Dans les années 1960, Charles Miller a demandé au neveu d'un officier de la Schutztruppe « Je crois savoir que von Leto a dit à Hitler d'aller se faire foutre. » Le neveu a simplement répondu « C'est vrai, sauf que je ne pense pas qu'il l'ait dit aussi poliment. » Après ce refus catégorique, Leto fut maintenu sous surveillance constante et son bureau à domicile fut perquisitionné. Grâce à sa popularité énorme auprès du peuple allemand, il fut promu au grade de général des forces spéciales en 1938 à l'âge de 68 ans, mais ne fut jamais rappelé au service actif. L'un des officiers subalternes de Leto Vorbeck, Theodor von Hippel, a utilisé ses expériences en Afrique de l'Est pour former les Brandburgers, l'unité de commando de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand,
pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Lettow-Vorbeck était sans ressources. Sa maison de Brême avait été détruite par les bombes alliées et il dépendait pendant un temps des colis de nourriture de ses amis Meinerzhagen et Spütz. Avec le boom économique de l'après-guerre, il a cependant retrouvé une situation confortable. En 1953, il se rendit de nouveau à Dar es Salaam en Tanzanie, où il fut accueilli par les Askaris survivants, qui l'accueillirent avec leur vieux chant de marche « Eya Safari ». Les fonctionnaires coloniaux britanniques l'accueillirent avec tous les honneurs militaires. À la fin de la période coloniale en Afrique, plusieurs militants pour l'indépendance du Tanganyika, la Tanzanie, tous fils des Askaris de Lettow-Vorbeck, vinrent lui demander conseil. Comme il y avait eu des violences contre la population blanche dans l'ancienne colonie de l'Afrique orientale allemande, Lettow-Vorbeck se souviendra qu'il avait eu avec celui qui deviendra un fonctionnaire du gouvernement de la Tanzanie indépendante une bonne conversation. Je lui ai dit, je cite, de ne pas mépriser les Blancs et de ne pas les humilier pour les erreurs qu'ils ont commises. Il a répondu, je cite, « Nous ne répudions que les petits hommes, père. Quand l'homme blanc est assez grand, comme vous l'étiez assez grand, nous continuons à le respecter. » Lettow-Vorbeck fut ravi de cette réponse, et il rit et frappa son genou lorsqu'il raconta la conversation à Leonard Bosley. Après son retour d'Afrique, Lettow-Vorbeck épousa Martha Walros et ils eurent 2 fils et 2 filles, Rüdiger, Arndt, Héloïse et Ursula. Ses 2 fils, Rüdiger et Arndt von Lettow-Vorbeck, ainsi que son beau-fils Peter Walros, furent tués au combat alors qu'ils servaient dans la Wehrmacht. En 1964, 11 jours avant son 94e anniversaire, Paul von Lettow-Vorbeck décède à Hambourg. Le gouvernement ouest-allemand et la Bundeswehr, l'armée de la République, font venir 2 anciens Askaris comme invités d'État pour assister aux funérailles. Plusieurs officiers de la Bundeswehr furent affectés à la garde d'honneur et le ministre de la Défense de l'Allemagne de l'Ouest, K-Uwe von Hassel, prononça l'éloge funèbre en déclarant que le défunt, je cite, était véritablement invaincu sur le terrain. Paul von Lettow-Vorbeck fut enterré à Pronsdorf, dans le Schleswig-Holstein, dans le cimetière de l'église de Wislin. En 1964, année de la mort de Lettow-Vorbeck, le Bundestag, c'est-à-dire le Parlement ouest-allemand, vota pour donner une solde rétroactive à tous les Askaris survivants des forces allemandes de la Première Guerre mondiale. Un bureau de caisse temporaire fut installé à Moisa, sur le lac Victoria. Sur les 350 anciens soldats qui se réunirent, seule une poignée put produire les certificats que Lettow-Vorbeck leur avait remis en 1918. D'autres présentèrent des morceaux de leurs anciens uniformes comme preuve de service. Le banquier allemand qui avait apporté l'argent eut alors une idée. Chaque demandeur fut invité à s'avancer, se vit remettre un balai et reçut l'ordre en allemand d'exécuter le manuel d'armes. Pas un seul homme ne rata l'examen. 4 casernes de l'armée fédérale allemande ou Bundeswehr furent autrefois nommées en l'honneur de Lettow-Vorbeck. Elles étaient situées à Lier, Hambourg, Jenfeld, Brême et Bad Segeberg. Après la fermeture récente de 178 installations militaires, la seule qui reste est la caserne Lettow-Vorbeck à Lier, en Frise orientale. L'ancienne caserne Hambourg-Jenfeld abrite le parc de Tanzanie. C'est un groupe de grandes sculptures en terre cuite représentant Lettow-Vorbeck et ses soldats askaris, désormais fermés au public. Une autre sculpture de Lettow-Vorbeck et des askaris est exposée à Mühlenteich, près du mémorial Bismarck à Friedrichsruh. Enfin, l'espèce de Dryosauridés Dizalotosaurus lettow-vorbecki a été nommée d'après Lettow-Vorbeck
car découvert en Tanzanie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne avec le bouton rejoindre, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Bonjour, donc je m'appelle Franck Chantreau, mon épouse Roxane. On a créé en 2006 notre sanctuaire de réhabilitation pour jeunes primates. Jack, le premier chimpanzé qu'a confisqué dans cette province du sud de la RDC, a été le premier bébé confisqué. On était loin de se douter que ce bébé allait changer notre vie pour toujours. Et le programme qu'on s'était fixé, c'était d'arrêter le trafic illégal d'espèces protégées, traversant la province du Katanga pour rejoindre la Zambie et l'Afrique du Sud. Nous tenons à remercier Alain et tous les followers de son site Les Dessous de l'Histoire, car grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir tous ces animaux victimes du trafic que nous avons recueillis au travers de la nourriture, bien sûr, mais aussi des soins médicaux et de la présence de papa et de maman de substitution, parce que ces animaux vivent de tels traumatismes que quand ils arrivent, ils sont perdus et ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour vos dons. Ça nous aide énormément. Merci pour eux.